Épisode 3. Épisode 3, puisqu'on rentre effectivement dans les premières fictions, certains vont se dire enfin, des frères Dardenne. 3 films au programme cette semaine. Alors, ça va être une direction assez intéressante et assez inattendue, en vérité, puisque, voilà, après cette vague documentaire dont on nous a parlé dans les 2 précédents épisodes, les Dardennes entrent de plein pied dans la fiction dans les années 80. Ça commence à 86. Et donc, les genres se nourrissent l'un l'autre, c'est-à-dire que le documentaire va nourrir la fiction et la fiction va nourrir quand même un regard documentaire sur ce qu'ils vont faire, même si on a vraiment un virage. C'est vraiment, je crois, le changement et même le choix le plus radical de leur carrière, c'est de décider de passer à la fiction et d'y rester. Alors, le premier film de fiction réalisé par les frères Dardenne, il sort en 1986 et il s'appelle Falche. Et c'est l'adaptation d'une pièce autobiographique de l'écrivain belge René Kaliski. Et on en parlait la dernière fois avec le film Regard Jonathan, qu'il y avait des liens qui se tissaient entre le cinéma et le théâtre et que les Dardenne aimaient à s'interroger là-dessus. Et je crois que Luc Dardenne le dit lui-même, enfin les frères Dardenne le disent lui-même, puisqu'ils disent ça apparemment ensemble, en tout cas on ne sait pas lequel a prononcé ces paroles, mais je vais vous lire un extrait de propos des Dardenne qui disent au moment de la sortie du film autre chose encore nous pousse à réaliser ce film, notre volonté d'explorer les rapports entre le théâtre et le cinéma. En ne faisant pas la captation d'une pièce de théâtre déjà mise en scène pour le théâtre, et en ne faisant pas non plus une adaptation cinématographique qui ne retiendrait que l'idée de la pièce, et qui nierait son texte et ses structures théâtrales. Nous voulons explorer une forme, un style, qui retrouve le cinéma en se confrontant au texte théâtral, qui le retrouve par les cadrages, les regards, le montage, le jeu d'acteurs, le rapport à un lieu, qui est entre le décor et la référence réaliste. Je trouve que quasiment tout est dit au fond dans ce petit extrait. C'est vraiment que les Dardenne vont interroger à travers cette fiction ce rapport entre le cinéma et le théâtre. Et on a presque une hésitation entre le théâtre filmé, c'est-à-dire adapter la pièce en collant vraiment au texte, et c'est le cas, c'est-à-dire que la déclamation est assez théâtrale, et une adaptation au langage purement cinématographique, avec par exemple des travelling vraiment marqués, et quelques dispositifs vraiment voyants et rendus visibles. C'est-à-dire qu'on marque vraiment les éléments de langage cinématographique et on les rend très décelables pour montrer justement qu'on a adapté la pièce au format, enfin en tout cas au langage cinématographique. Et donc ça donne un film assez hybride qui a honnêtement plus un air d'essai, quelque chose qu'on essaye, qui est en fabrication, plutôt qu'une réelle adaptation aboutie. Alors quand même, pour parler de l'histoire, elle est assez étonnante et elle adapte vraiment la pièce de théâtre. Le film commence sur un quadrimoteur venu de nulle part qui atterrit sur la piste d'un aéroport de campagne, vide, la nuit. Alors le film commence sur des gens qui dansent dans l'aéroport, sur de la musique et qui éclairent les différents néons, les différentes enseignes. Donc voilà, si on connaît les frères Dardenne, on est assez étonné de ce début de première fiction. Mais si on laisse ça de côté, on va pas porter un regard trop téléologique sur les Dardenne, on regarde le film en tant que tel. En descend un seul passager, Joe, dernier survivant d'une famille juive, la famille Falch, donc les Falch du titre. Et alors c'est intéressant de noter quand même que Joe est joué par Bruno Kremer. Et donc voilà, les Dardenne font jouer un grand comédien qui est très connu à l'époque. 86, Bruno Kremer est très connu. Ah oui, là, c'est un immense comédien. Et donc, c'est assez étonnant aussi. Et ça fait partie, on verra, des Dardenne qui vont essayer des choses pour s'en détacher finalement. Et c'est finalement certains échecs, entre guillemets. Le film n'est pas un échec, mais on verra un échec dans quelques minutes. Ils vont utiliser des choses, des éléments de cinéma pour s'en détacher. Et donc, c'est avec cette famille des Falch que le personnage de Joe a rendez-vous cette nuit, 40 ans après son départ de Berlin pour New York en 1938. Dans la salle des arrivées, tout le monde est là, le père, la mère, le frère aîné et son épouse, la petite sœur, la tante, tous morts dans les camps de concentration. Les 2 frères jumeaux partis avec lui en 1938, l'oncle Ruben et sa femme Natalia, exilés en Angleterre en 1938, et revenus mourir à Berlin pendant les années de la reconstruction après un bref séjour en Palestine. Voilà. Donc, on a vraiment un film de la confrontation familiale. Et vous le sentez dans ce résumé, un dispositif éminemment théâtral. C'est-à-dire un système de huis clos, de confrontation par la parole,
d'une famille qui se retrouve en quelque sorte presque dans l'au-delà. C'est pas décelable au premier abord que les personnages sont morts, on le comprend dans le dialogue, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont les Dardenne vont construire le film autour de ce dispositif purement théâtral dans une matrice cinématographique. Et c'est pour ça aussi que le film ressemble plus à une sorte d'essai que réellement, entre guillemets, un film. Ça reste un film, hein, mais on sent vraiment que c'est central au-delà de l'histoire qui est racontée, c'est-à-dire de cette famille juive qui porte en elle les traces d'une histoire avec un grand et un petit H d'ailleurs. On a vraiment le regard théâtral des Dardenne, et ça aussi c'est étonnant quand on connaît le cinéma des frères Dardenne qui est vraiment anti-théâtral sur la forme. Dans le fond, je sais pas tout à fait, c'est des choses qu'on questionnera. Comme ça, a priori, on pourrait dire tout de suite non instinctivement, mais en tout cas, sur la forme, on reste vraiment dans un dispositif de huis clos, comme il le précise eux-mêmes, sans être dans le théâtre filmé, c'est pas le cas du tout, mais tout de même avec une logique de huis clos qui fait penser un dispositif scénique au niveau de l'organisation spatiale aussi, c'est-à-dire comment on fait se déplacer les personnages dans le cadre, comment on agence les dialogues par rapport justement à comment on a disposé les personnages, comment la caméra va traverser ces espaces, etc. On a quelque chose de frontal en fait. Et c'est cette frontalité de la caméra qui est presque constante, qui n'est pas absolue, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans ce dispositif, mais qui est constante, qu'on peut dire que la présence du théâtre est bien là et que c'est ce rapport au cinéma que les frères Dardenne interrogent. En 1987, une année plus tard, ils vont réaliser un court-métrage de 10 minutes qui s'appelle Il court le monde, qui est un court-métrage absolument sidérant. Vraiment étonnant, presque absurde, qui raconte en gros l'histoire de John, un réalisateur de télé, qui prépare une émission sur le thème de la vitesse. Il reçoit un appel téléphonique de son amie, Sophie, qui l'oblige à quitter le studio. Pendant le trajet, il conduit à toute allure et est heurté par un autre automobiliste. John s'énerve, l'insulte et repart. Pendant ce temps, le producteur de l'émission modifie le montage de John. L'assistante prévient John par téléphone, mais celui-ci demande de rappeler plus tard. Au bruit d'un moteur de voiture qui s'approche de la fenêtre, on entend alors le fracas d'un accident. John crie et se précipite dans la rue. Sophie, son amie donc, a renversé un piéton. Elle voulait annoncer à John qu'elle attendait un enfant de lui. Alors, bon, je précise que les synopsis que je vous lis, parce que j'évite d'inventer les synopsis, je prends les synopsis existants, c'est les synopsis qui sont tirés du livret qui est inclus dans le coffret DVD édité par Cinéart et les films du Fleuve, la société de production des frères Dardenne, qui est une édition belge très complète de leurs films. Et donc voilà, juste pour dire que le synopsis est complet, c'est-à-dire que vous avez tout le film en fait, du moins d'un point de vue narratif. Parce que ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que vous l'avez compris, c'est un peu absurde, ça va très vite, c'est un film sur la vitesse. Vitesse qui va toujours intéresser les Dardennes. La question de la vitesse et du déplacement, c'est central chez les Dardennes. Mais ici, on a un personnage assez étonnant et un film très étonnant. Parce que formellement, le film est passionnant. C'est-à-dire que le film commence sur une image en found footage, en gros. Une image de télé complètement abrupte, dans laquelle on peut même penser reconnaître Luc Dardenne qui tient une perche de micro dans une voiture. Je crois qu'on reconnaît Luc Dardenne qui joue donc dans le film, qui joue son propre rôle. Et ensuite, on a un film de narration tout à fait écrit, tout à fait mis en scène, très étonnant. C'est-à-dire qu'on va avoir l'irruption de personnages historiques dans le film. On a l'irruption de regards caméra comiques dans le film. Donc, je pense que c'est à peu près la seule comédie, purement comédie, presque burlesque à certains moments, mais vraiment comédie en tant que genre de la filmographie des frères Dardenne. Et moi, alors si vous le trouvez sur internet, c'est un court-métrage que je vous invite vraiment à regarder puisqu'il est très étonnant et surtout il parle de choses intéressantes parce que au fond, malgré cette dimension comique, on a toujours une critique. Puisque c'est ça aussi le centre des frères Dardenne, c'est porter un regard sur quelque chose et un regard critique. Et là, on a vraiment une critique de la télévision. Et si ce n'est plutôt, disons, les médias mainstream, c'est-à-dire la façon dont on va faire circuler les informations dans des médias de masse. Puisqu'on voit l'intérieur, finalement, d'un studio de télé, et on voit comment une émission se fabrique et comment une émission se manipule. Puisqu'on a l'impression que ce John, qui réalise son émission sur la vitesse, fait quelque chose de purement pédagogique. Notamment, pour ceux qui connaissent, il parle du philosophe Marinetti, qui était un futuriste,
Et les futuristes sont très importants pour le cinéma, puisque les futuristes font partie des avant-gardes du cinéma qui ont théorisé le cinéma pour en faire un art dans les années 20. Mais Marinetti était fasciste. Et dans le film, c'est dit que Marinetti est fasciste, et on voit le producteur de télé affolé qui dit « je veux pas que ce soit diffusé sur ma chaîne », etc. Et on découvre aussi qu'il fait un rapport entre des scènes pornographiques et le décollage de la fusée Ariane. Et il dit lui-même, c'est pas pour rien que la fusée s'appelait Ariane, si elle avait un nom de femme, c'était pas pour rien. Donc voilà, on se dit, c'est quelqu'un qui veut faire du cinéma à la télé, c'est-à-dire créer du sens en mettant des images les unes avec les autres. Mais ce n'est pas accepté par la télé. Et finalement, autre chose, c'est cette idée que la vitesse nous fait courir à notre perte. Et c'est quelque chose d'éminemment contemporain, cette idée de vitesse, contemporain des années 1920, hein, mais ça reste contemporain quand on prend l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire cette idée que la machine rend service à l'homme, et l'homme doit considérer la machine comme un suppléant de beaucoup de ses fonctions. Alors c'est plus ou moins ce que disait Futuriste, vraiment plus ou moins, c'est vraiment en gros, hein, c'est pas ça tout à fait, mais en disant que la machine est là pour aider l'homme, et que la machine est même supérieure à l'homme, et donc peut l'aider à atteindre un stade supérieur. Mais la machine, l'idée première de la machine, c'est la rapidité. Mais malheureusement, dans le film, vous l'avez entendu dans le résumé, la rapidité, c'est ce qui va finalement amener le drame, c'est-à-dire un homme qui se fait renverser, mais un homme qui s'adresse à la caméra avec un grand sourire, parce que le film est assez burlesque. Mais quand même, on a ces questions qui se posent dans le film. Est-ce que finalement la machine, c'est-à-dire la rapidité, puis le monde contemporain, des informations qui fait des flux d'informations constant et rapide, est-ce que finalement c'est pas ce qui nous fait courir à notre perte? En tout cas, le film est très intéressant. Je vous invite à jeter un coup d'œil. C'était pas forcément le film le plus fondamental des Dardenne, mais en tout cas, une comédie chez les Dardenne, c'est assez rare et c'est intéressant. Une comédie grinçante quand même. Tout à fait. Alors là, on arrive à un cas plus épineux, quand même quelques années plus tard. Ils ont pris le temps pour le faire. En 1992, Je pense à vous, premier film sur lequel ils ont vraiment une production, j'allais dire décente, mais disons une grosse production, qui raconte l'histoire de Fabrice, un ouvrier sidérurgiste qui est un homme heureux. C'est-à-dire qu'il travaille, il a un travail qui lui plaît, une femme qu'il aime, un enfant, des copains, et il fait construire sa maison. Brutalement, il est mis au chômage et il perd pied. Il perd aussi confiance, devient jaloux et violent. Il se sent diminué, inutile, alors que sa femme, belle et pleine d'énergie, suit avec succès des cours du soir. Elle finit par être diplômée en anglais. Il s'enfoncera alors dans le refus, l'alcool, la marginalité hargneuse jusqu'à accepter un travail au noir dans de sordides chantiers. Une fin ouverte que l'on suppose heureuse réunira cette famille blessée un jour de Mardi Gras où les Gilles, je sais pas ce que c'est, dansent dans la ville. Cependant, les usines, elles, resteront fermées. Je pense que les Gilles, ça doit être les gens qui travaillent dans l'usine. Alors, vous l'aurez compris, on est sur un film qui commence à aborder des thématiques qui vont passionner les frères Dardenne tout au long de leur filmographie, c'est-à-dire, si on doit résumer, c'est le monde du travail et la violence du monde du travail et ses évolutions contemporaines. Et surtout, la place des individus, c'est-à-dire des êtres humains, pas seulement individualisés dans le sens de travailleurs, c'est vraiment les êtres humains au sein de ce système fait de dysfonctionnement et de discontinuité. Et le film, malgré ce rapport très intime avec ce qui va intéresser par la suite les Dardenne, est un échec. Je vais vous lire ce que en dit Luc Dardenne. Il y a eu l'échec d'un film, échec pour le public, pour la critique, mais aussi et surtout pour mon frère et moi. C'est-à-dire qu'on s'est demandé pourquoi on avait fait ce film. Et on s'est dit plus jamais d'expérience pareille. Ce n'est pas cela le cinéma, qu'on avait vécu comme on faisait nos documentaires où il y avait une joie, un plaisir, une recherche. Est-ce qu'on continue ? Comment on continue ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces notes, c'est une manière de faire le point. Et aussi, à un moment donné, l'espoir de dépasser cet échec, parce que l'on avait quand même envie de continuer de faire du cinéma. Alors, si c'est un échec, il faut quand même le préciser, c'est en partie pour des raisons de production. C'est-à-dire que les Dardenne n'ont pas eu le contrôle sur la production globale du film, et surtout sur le montage final, qui est un point essentiel dans l'écriture d'un film, mais surtout pour les frères Dardenne. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'on va pas parler du film en lui-même, hein, vous l'avez compris, c'est une histoire très narrative, il y a quelques éléments de style, de caméra portée, etc., qui vont commencer à faire penser aux Dardenne, notamment dans la façon dont ils vont filmer les décors. Et encore, non, même pas, c'est vraiment le décor qui fait penser, mais après, ils vont complètement changer leur façon de filmer les décors, puisque les décors ne seront justement plus des décors, mais des environnements. Alors que là, ils filment les décors comme des décors.
C'est-à-dire qu'ils vont filmer l'usine, ils vont faire un panoramique qui va finir sur le personnage. Alors après, c'est l'inverse. Ce qui va les intéresser, c'est le personnage, pas le décor. Le décor devient un environnement par la suite. On en parlera dès Rosetta et surtout, ce qui est visible, c'est dans le Fils. En l'occurrence, on parlera beaucoup des décors dans le Fils. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que cette expérience négative, c'est une expérience qui est majeure dans leur carrière. Puisqu'ils l'ont mal vécu, je pense que c'est à partir de là que les Dardenne vont avoir le désir de chercher ailleurs. Et aussi et surtout d'avoir un contrôle absolu sur leurs films, ce qui va les amener à créer leur société de production, qui seront donc les films du fleuve, qui seront créés en 1996. Et à partir de cet échec, je pense qu'il y a une remise en question, mais c'est même pas je pense, parce que les Dardenne le disent eux-mêmes, mais je pense en tout cas que la remise en question se fait vraiment brutalement à ce moment-là, avec cet échec d'un film dont ils ne reconnaissent pas la paternité, en tout cas dans lequel ils ne se reconnaissent pas. C'est à partir de là que les Dardenne vont se poser des questions de comment on fait notre cinéma. Et je crois que c'est l'acte de naissance du cinéma des frères Dardenne qui prendra forme dans La Promesse, dont on vous parlera dans 3 semaines, pour le coup. Et en tout cas, voilà, si on doit synthétiser ces 3 fictions, dont on vous a parlé rapidement, puisque elles ne sont pas le cœur du cinéma des frères Dardenne, mais plus la naissance des frères Dardenne, ces fictions, en tout cas, qui ne correspondent pas au projet cinématographique puissant et radical qui sera développé par la suite par les frères, on peut déjà reconnaître une sorte d'élan. Aussi des thèmes, donc les thèmes de l'enfance, notamment les rapports à l'enfant qui sont présents dans les 3 films, et la rudesse du monde du travail, qui sont vraiment ce qui cloisonne ces 3 films, mais aussi une vision globale du monde qui fait que ces 3 films sont à considérer comme une sorte de matrice, en tout cas une sorte d'embryon assez passionnante à observer du reste de leurs films que l'on abordera dès le prochain numéro.